Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Je suis avec Thierry Chane Le Bruley, un photographe nomade, pour cet épisode consacré aux panneaux photovoltaïques. Nous n'avons pas pu sortir cet épisode mercredi dernier car nous avons fait beaucoup de recherches pour le produire. Nous vous présenterons donc les différents types de panneaux solaires, puis nous vous expliquerons comment dimensionner votre installation en fonction de vos besoins avant d'aborder la question du recyclage des panneaux. Nous ne sommes pas des spécialistes, donc c'est vraiment le fruit de nos recherches. Alors donc, quels sont les types de panneaux solaires ? Alors, il existe des panneaux solaires monocristallins, polycristallins et amorphes. Les panneaux solaires amorphes sont faciles à fabriquer et peu chers à l'achat, mais leur rendement faible fait qu'il est difficile de charger des appareils avec tous les jours. Du coup, ils sont déconseillés pour une installation sur un véhicule aménagé. Les panneaux solaires polycristallins sont d'une couleur bleue, avec un rendement généralement compris entre 13 à 18%. Ils sont moins coûteux que les panneaux solaires monocristallins, car leur fabrication nécessite moins de silicium. Leur empreinte carbone est donc moins élevée que celle avec la technologie monocristalline. Leur autre avantage est d'être moins sensible à la chaleur. Ce paramètre est très important pour les grandes toitures dans les régions méridionales, mais pas pour les véhicules aménagés qui ne vont avoir qu'un ou deux panneaux à cause du manque de place sur le toit, la présence des lanterneaux, des cheminées, etc. Enfin, il y a les panneaux monocristallins. Ils possèdent le meilleur rendement, en général de 16 à 24%. Ils sont plus performants et la production d'électricité se fait sur une période plus longue au cours de la journée. La cellule monocristalline est composée d'un seul cristal qui s'active plus tôt dans la journée et qui fonctionne plus tard à la fin de la journée. Pour obtenir la même puissance, il faut davantage de panneaux polycristallins que de panneaux monocristallins. Comme sur les véhicules légers, on est en manque de place, c'est vraiment la technologie à privilégier. Ces derniers, les monocristallins, sont donc à privilégier sur les véhicules aménagés, même s'ils sont plus chers à l'achat. La couleur des panneaux, bleu ou noir, sur les monocristallins, n'ont que peu d'importance dans la réalité car leur rendement annuel sera presque identique. Les panneaux noirs ont théoriquement un meilleur rendement que les bleus s'ils reçoivent directement la lumière du soleil, avec une orientation sud. Mais ils chauffent davantage, ce qui du coup réduit leur performance et leur rendement l'été. C'est une balance à trouver. Concernant une installation sur un véhicule, ne vous souciez pas de la couleur, puisque de toute façon le panneau sera à plat, donc on ne se pose pas la question. Par contre, privilégiez, toujours sur véhicule, des panneaux souples sur un véhicule léger, si votre PTAC ne dépasse pas les 3,25. En effet, ils sont moins lourds que les rigides, presque 10 fois moins. Les panneaux que moi j'ai sur mon camion, donc taille panneaux de maison, font pas loin de 25 kg, quand même. Donc moi je suis en poids lourd, c'est pas gênant, mais sur un véhicule léger tout de suite ça y fait. Alors qu'un panneau souple, c'est 2,5 kg. La différence de près de 20 kg, en fait, ça va être le poids du câblage, du régulateur, d'une bonne batterie, et encore on n'arrive pas au poids d'un panneau rigide. Donc clairement, le souple est à privilégier. Et le poids, donc, dans les véhicules, c'est un problème auquel après on court constamment. Donc moi, le conseil que je donne pour un véhicule, c'est ce que je ferais si je devais acheter un véhicule léger, c'est du panneau souple. Optez aussi pour des panneaux de fabrication européenne, voire française, car ils sont fabriqués dans de meilleures conditions environnementales et sociales que les panneaux solaires chinois. Ils nécessitent du coup moins de transport, les composants sont de meilleure qualité, et ils ont une diode de sécurité par ligne de cellules, ce qui évite un départ de feu sur le panneau, et leur rendement au bout de 20 à 30 ans est encore très élevé. Il faut être vigilant à cette garantie de rendement sur le long terme car la durée de vie d'un panneau photovoltaïque est de 30 à 40 ans, s'il est de bonne qualité. Au bout de 30 ans, ces panneaux peuvent encore produire jusqu'à 80% de leur puissance. Un panneau chinois au bout de 25 ans, s'il produit encore 40%, ce sera déjà pas mal.
Eh ben super! Une fois qu'on a choisi un type de panneau photovoltaïque, il faut choisir sa puissance. Et cette question est très épineuse. Il existe des calculs très complexes, mais nous avons trouvé une méthode plus simple pour dimensionner l'installation en fonction des besoins, de la consommation qu'on a, comme on l'avait fait pour dimensionner la batterie. D'ailleurs, on va repartir sur cet exemple pour les calculs. Donc la semaine dernière, on était sur une production de 500 watts jour. Alors, c'est pas la semaine dernière, hein, c'était il y a, il y a plusieurs semaines. C'était 2 épisodes avant, mais en tout cas voilà, on avait calculé, on avait fait une simulation de calcul de consommation. Donc déjà, il faut comprendre ce que signifie watt crête, parce que sur tous les panneaux solaires, on va voir 200 watts crête, 300 watts crête. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la puissance électrique maximale qu'un panneau peut fournir dans des conditions idéales, avec un fort ensoleillement, une température de 25 degrés, une inclinaison à 30 degrés à peu près, pas d'ombre, etc. En conditions réelles, la puissance du panneau est forcément inférieure à celle calculée en laboratoire, puisque les conditions ne sont jamais parfaites. Pour mesurer la quantité d'électricité produite par un panneau solaire, il faut calculer les watts-heure. Cette unité de mesure désigne aussi la consommation électrique des appareils. Donc les watts-heure, c'est soit la quantité d'électricité produite, par exemple par un panneau solaire, soit la consommation électrique des appareils. C'est la même chose, c'est watt-heure. Le watt-crête, c'est donc la puissance, le watt-heure, la quantité. Pour calculer la puissance réelle d'un panneau, il va falloir déterminer le nombre d'heures d'ensoleillement à l'année dans la zone géographique où on se trouve. Quand on est nomade, c'est pas très simple. Là, il faut voir où est-ce qu'on va se situer la majorité du temps. C'est très différent si on reste même l'hiver en Bretagne ou du côté de l'île, ou bien si on va passer l'hiver au Portugal. Là, l'ensoleillement sera pas du tout le même. Donc toutes ces données, elles sont disponibles sur des sites comme Météo France ou les sites de data météorologiques. On trouve l'ensoleillement annuel selon les villes. Ça, c'est assez facile à trouver. La puissance réelle du panneau dépend aussi de l'orientation et de l'inclinaison qu'il a. Alors, si vous installez si vous faites une installation autonome sur un chalet, par exemple, qui est isolé et qui ne sera pas du tout connecté au réseau électrique, eh bien là, il est plutôt conseillé d'opter pour une inclinaison de 45 degrés et pas 30 degrés, afin d'avoir une meilleure orientation l'hiver, parce que le soleil est plus bas. Et du coup, c'est sûr que l'orientation, elle est un peu moins bonne pour l'été, mais bon, l'été, on s'en fiche parce que le taux l'ensoleillement est vraiment long, il y a beaucoup plus de puissance, il y a beaucoup plus de journées avec du soleil. C'est plutôt l'hiver, en fait, qui a des problèmes avec le solaire, quoi. C'est plutôt là où la production va être moindre. Et puis, il faut tenir compte aussi des éventuelles zones d'ombre qui vont être sur les panneaux solaires. C'est à éviter au maximum, ça, clairement. En fonction de tous ces éléments, on calcule un taux de dégressivité. Donc ça va correspondre aux variations de température, à l'orientation, à l'inclinaison, etc. Donc si on va se lancer dans des calculs hyper compliqués, pour une maison en général, on part sur un taux de dégressivité de moins 10%. Et sur une installation pour un véhicule, on peut partir sur un taux de moins 20%. Donc pour faire un petit calcul, on va donc repartir sur la simulation qu'on avait faite, où la consommation journalière était de 500 watts. Donc pour la personne qui était dans le véhicule fictif. On s'est dit que cette personne passait la majorité de son temps du côté d'Orléans ou dans cette zone géographique-là. Et que là-bas, c'est à peu près, il faut compter à peu près 1800 heures d'ensoleillement par an. À Marseille, par exemple, on peut plutôt tabler sur 2800 heures d'ensoleillement annuel. Ça, c'est très très différent, évidemment. Du coup, pour obtenir la puissance réelle du panneau, donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça donne si on met un panneau de 120 watts dans cette condition-là. Donc, la consommation, elle est de 500 watts.
on est plutôt à Orléans, et donc on a un taux de dégressivité de moins 20%. Donc là, en fait, il faut prendre le nombre d'heures d'ensoleillement, qu'on multiplie par ce taux de dégressivité, qu'on multiplie par la puissance en watts crête du panneau solaire, ou des panneaux solaires, si on fait une installation avec plusieurs panneaux. Et là, par exemple, avec un panneau de 120 watts crête, on va obtenir 172 800 watts par an. Si la personne elle passe 365 jours dans son véhicule et que tous les jours elle consomme 500 watts, c'est clairement pas assez. Alors à Marseille, par contre, ça passait. J'ai fait le calcul aussi pour Marseille, avec ses 2800 heures d'ensoleillement annuel, là ça passe. Donc ça prouve que il faut pas dimensionner de la même façon si on décide d'être plutôt tout le temps au sud ou si on décide d'être plutôt au nord, notamment l'hiver. Et là, alors bon, j'ai fait un calcul aussi avec un panneau à 200 watts crête. Du coup, il y a quand même vraiment une surproduction, même dans le nord. Donc, il faudrait plutôt choisir un panneau qui soit un peu entre les deux, quoi. Qui soit au-dessus du 120, mais en dessous du 200. Oui, il y a des panneaux à 160 watts qui existent. Je crois même qu'il y a des 180. Donc, c'est assez facile de dimensionner la production en fonction de la consommation. Il y a toutes les configurations possibles. Oui, et c'est assez important de pas sous-dimensionner parce qu'autrement, vous serez obligé de vous rationner pendant l'hiver, c'est-à-dire d'attendre 11 heures le matin avant de pouvoir commencer à allumer des appareils qui vont vraiment être consommateurs comme la télévision ou l'ordinateur. Et vous allez devoir couper assez vite parce que si vous faites trop baisser vos batteries, du coup, il faudra prendre le temps de leur recharge en compte avant d'allumer le lendemain les appareils. Donc ça peut être vraiment compliqué de se rationner, surtout quand on est obligé d'utiliser les appareils. Bon, quand c'est encore juste pour du loisir, ça peut être frustrant, mais ça passe encore. Par contre, par exemple, si vous faites du télétravail, le rationnement, c'est juste pas possible, quoi. Et par contre, surdimensionner, du coup, c'est un peu bête parce que il y a une perte, l'énergie produite qui est pas consommée, elle est perdue, quoi. Donc, faut réussir à être un peu à l'équilibre. Alors, ce calcul, c'est pas le calcul hyper méga scientifique parce que alors il existe plein de calculs, mais là, faut être ingénieur pour les comprendre. C'est hyper compliqué. Et donc là, ça permet quand même d'avoir à peu près une idée de ce qu'il faut. Parce que par contre, il y a beaucoup d'installateurs pour les camping-cars. Ils vont se dire, tiens, on met une batterie de 110 ampères. Ils ont même pas calculé la consommation, les habitudes de la personne. Non, ils se disent, tiens, un camping-car, allez hop, 110 ampères heure. Et puis, tiens, on va mettre un panneau qui est à peu près similaire. Alors, 120 watts crête, hop. Ce qui est évidemment pas assez, surtout dès qu'on a une consommation un petit peu soutenue en télévision ou autre. C'est pour ça que sur les parkings de camping-cars, régulièrement on voit les camping-caristes qui sont obligés de redémarrer le moteur pour recharger un petit peu la batterie cellule grâce au système du moteur. Parce que à faire fonctionner, charger le téléphone, faire fonctionner un petit peu l'ordinateur pour madame, la télé pour monsieur, l'éclairage, un appareil électrique, et très rapidement, il baisse la batterie, il voit que la batterie tombe en dessous de 50%, allez hop, pendant un quart d'heure, on va faire tourner le moteur. Là, clairement, le fabricant, il a juste sous-dimensionné, il n'a même pas sous-dimensionné, il n'a pas dimensionné. Comme tu as dit, ils mettent une batterie, un panneau pour ce type de véhicule pour rester dans les clous du poids. Ils ne s'intéressent absolument pas aux consommations des gens, du coup il n'y a rien de dimensionné. Alors il y en a, ça va leur suffire amplement parce qu'ils vont regarder la télé 2 heures par jour et le reste du temps ils vont se promener ou ils restent sur leur transat devant le camping-car, ça c'est assez rigolo. Et puis il y en a, ils vont passer leur journée dedans et là clairement on entend plusieurs fois dans la journée le moteur démarrer. Alors quand t'es voisin puis que tu te prends les gaz, t'es content. Oui, et puis du coup, c'est stupide. T'as un moyen pour faire de l'électricité décarbonée et tu te retrouves à allumer, à démarrer un moteur thermique qui consomme du gazole. Bon, voilà, c'est complètement débile, du coup. Il faut faire attention aussi au nombre et à la surface de panneaux, notamment si vous êtes sur un camping-car ou un fourgon, quelque chose comme ça, un véhicule qui est pas très grand. Il va falloir faire attention. Il faut du coup plutôt opter pour un panneau qui va être plus puissant plutôt que de mettre par exemple 2 panneaux. Donc pour calculer la surface
que vont prendre vos panneaux, il faut calculer la surface au mètre carré, hein, c'est la longueur en mètres qu'on multiplie par la largeur en mètres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, notamment quand on est limité au niveau de la surface pour installer les panneaux solaires. Et puis, il faut bien aussi mesurer les zones sur son toit où on va pouvoir les installer, afin de pas se retrouver le bec dans l'eau avec un panneau qui est trop long. Alors, petite parenthèse, je vais donner une astuce pratique pour tous ceux qui veulent installer un panneau sur leur véhicule, mais en se disant, oui, mais si on l'achète et puis qu'au final, il est trop grand et qu'on n'arrive pas à savoir où le mettre, sur les sites de vente de panneaux, il y a les dimensions du panneau. Vous prenez un grand carton, vous le découpez à la dimension et après vous montez sur votre véhicule et vous regardez où vous allez pouvoir poser le carton. Si clairement ça passe nulle part, il faudra en chercher un d'une taille plus réduite. Ouais. Et donc, il existe aussi des kits sans installation fixe. Ça peut être intéressant pour les personnes soit qui se sentent pas capables de faire une installation avec, complète, avec passer les câbles et tout ça, ou qui n'ont pas envie de percer leur toit, ou qui veulent vraiment quelque chose de nomade parce que voilà, là ils sont dans ce véhicule, mais après ils comptent en changer. Voilà, il y a plein de... Ou bien par exemple les personnes qui sont en 4x4 avec une tente de toit. Il existe des kits, il y en a à tous les prix, c'est quand même très abordable. Et ça comprend un panneau qui est pliant, avec une station dans laquelle il y a un régulateur, une batterie, et dessus, sur cette espèce de station, il y a les prises USB, les prises de type 220. Et c'est vraiment très facile d'utilisation. Voilà, il suffit de déplier le panneau où on veut, brancher et voilà, et ça recharge cette station. Et après, sur cette station, il suffit de brancher ses appareils et voilà, ça demande aucune connaissance particulière. Là encore, il faut connaître par contre sa consommation pour réussir à choisir le bon modèle. Donc maintenant, nous allons parler du recyclage des panneaux solaires. Donc déjà, le bilan carbone d'un panneau, c'est en moyenne 40 à 55 grammes de CO2 par kilowatt produit, d'après l'ADEME. C'est eux qu'on fait les calculs. Un panneau solaire, en tout cas, il va produire 10 à 30 fois plus d'énergie décarbonée au cours de sa vie que celle nécessaire à sa fabrication. C'est aussi donc très important de prendre un panneau solaire qui aura la durée de vie la plus longue possible, pour justement amortir l'énergie qu'il a fallu pour le produire et pour le transporter, et un petit peu l'énergie aussi qu'il va falloir pour le recycler. Le gros avantage du panneau solaire, c'est qu'il est vraiment très recyclable à au moins 96%. D'ailleurs, peu importe où il a été fabriqué, c'est valable aussi pour les panneaux chinois, ça. Ça peut même monter à 100% pour certains panneaux. Alors notamment, il y a des panneaux qui sont fabriqués en France, je crois en Alsace, et qui sont recyclables à 100%. Alors un panneau solaire, c'est du verre, du silicium, de l'aluminium et des câbles électriques. En grosso modo, c'est ça. D'ailleurs, Greenpeace précise, la très grande majorité des panneaux solaires sont constitués de silicium cristallin, élément que l'on extrait du sable ou du quartz, et qui, comme le verre, est 100% recyclable. Et recyclable à l'infini, c'est comme le verre. Comme tout produit industriel, dit encore Greenpeace, l'extraction des matériaux qui composent le panneau solaire n'est pas neutre du point de vue environnemental et social. Ceux fabriqués en Chine sont fortement subventionnés par l'État chinois pour être produits à un bas coût dans de mauvaises conditions environnementales et sociales. Il faut savoir que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous non plus. C'est pourquoi faut vraiment se tourner vers des panneaux qui ont les meilleures qualités, ceux notamment qui garantissent un haut rendement au bout de 30 ans de vie. En plus, le montage, la qualité des matériaux et la technologie utilisée vont beaucoup influer sur la production énergétique du panneau et sur sa durée de vie. Alors, pour les Canadiens, je crois que maintenant, il existe un fabricant, mais jusqu'à assez récemment, il n'y en avait pas chez eux. La grande majorité des panneaux photovoltaïques ne contiennent pas de terres rares. Il faut savoir que les terres rares, c'est l'extraction et le raffinage de ces métaux qui est problématique. On trouve les terres rares en particulier dans les smartphones, les tablettes. Ils sont indispensables aussi au fonctionnement des centrales à charbon, des centrales à gaz ou des centrales nucléaires.
Et c'est évidemment très polluant à extraire et à raffiner. En plus du silicium cristallin, on trouve aussi des éléments en argent, moins de 1% d'éléments argent dans un panneau solaire, de l'aluminium à peu près 10%, du cuivre moins de 1% et parfois du plastique. On trouve des métaux rares et controversés dans moins de 10% des panneaux solaires. Ce sont des panneaux qui utilisent d'autres technologies. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus compliqués à recycler aussi. Les filières de recyclage se sont beaucoup développées en Europe, mais elles doivent encore être davantage développées. Depuis 2014, les fabricants et les importateurs de panneaux voltaïques ont l'obligation légale de reprendre gratuitement les équipements solaires en fin de vie et de participer financièrement à la collecte et au traitement des déchets. Le recyclage, ça permet de réduire les besoins en matières premières et la dépendance vis-à-vis des panneaux solaires importés. Et c'est sûr que quand on recycle des panneaux solaires, du coup, on n'a pas besoin de continuer à extraire du sable ou du quartz en aussi grande quantité pour les produire. Même si, évidemment, si on veut faire des panneaux d'excellente qualité, on ne peut pas mettre que des matériaux recyclés dedans. Ça, c'est un peu comme dans tout. En Union européenne, on peut recycler de façon économique et respectueuse de l'environnement le silicium, le verre, les plastiques EVA, les plastiques des câbles et des boîtes de jonction, les composants électroniques qui sont dans le panneau solaire, les semi-conducteurs, l'aluminium, le cuivre et l'argent. Pour le Canada et le Québec, ils sont un petit peu en retard là-dessus. Apparemment, ils vont s'y mettre. Ils vont se mettre au recyclage, mais jusqu'à présent, voilà, ils avaient pris beaucoup de retard. Pourquoi ils ont pris beaucoup de retard ? Parce qu'ils avaient mis toute leur énergie sur l'hydroélectricité. Voilà pourquoi le photovoltaïque est passé un petit peu à la trappe. Donc cet épisode n'a pas été simple à préparer. Et nous espérons qu'il vous a bien éclairé sur les panneaux solaires, sur les différentes problématiques, sur le choix du type de panneau, sur la manière de dimensionner au mieux son installation solaire, sur aussi les questions vis-à-vis du recyclage, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites il y a quelques années, au niveau du recyclage, comme quoi c'était pas recyclable ou que ça c'était mal recyclé, tout ça. Donc voilà, on a fait vraiment beaucoup de recherches là-dessus. C'est pareil, il y a quelques années, on trouvait même encore aujourd'hui, on peut trouver des informations extrêmement contradictoires, même sur les différentes technologies. Évidemment, par exemple, les fabricants de panneaux amorphes, ils ont tendance, alors un peu moins maintenant, mais il y a quelques années, ils avaient tendance à vanter les mérites de leurs panneaux en disant que c'était une technologie révolutionnaire, que c'était nouveau. Bon, en fait, les panneaux amorphes, c'est fabriqué avec les déchets des autres technologies. Et ça n'est absolument pas récent, puisque c'est ce qu'on trouve, les petites cellules amorphes dans, par exemple, les calculettes solaires qu'on trouvait déjà à la fin des années 90. Donc, c'est pas une technologie super innovante comme ils essayent parfois de nous le vendre. Et c'est vrai que du coup, ça rend les recherches compliquées. Parce que du coup, il faut beaucoup recouper. Je sais que du coup, on a fait beaucoup de recherches aussi au niveau de l'ADEME, au niveau d'Engie, au niveau de plein de sites, des sites même québécois qui sont spécialisés dans le photovoltaïque et tout ça. Bien entendu, pour votre installation solaire, si vous avez des interrogations concernant votre installation, le dimensionnement, les branchements, etc., nous vous conseillons de vous adresser à un professionnel parce que lui pourra vous fournir des réponses fiables, même si il vous fait pas l'installation, mais au moins voilà, lui demander si ce que vous prévoyez c'est bien ou s'il y a des choses à corriger, quoi. Donc dans le prochain épisode, on abordera quelques points de vigilance quand on veut faire une installation solaire sur un véhicule, et puis aussi l'entretien des panneaux solaires, l'entretien des batteries et tout ça. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Retrouvez-nous sur Instagram @CristalGento pour mon Insta personnel et @Claire ou Obscur pour notre Instagram pro artistique.
Passez une bonne journée ou une bonne soirée, un joyeux Noël et prenez soin de vous et à mercredi prochain.